Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial. On l'a enregistré en mai 2021, alors que j'étais passionné par une thématique agro et écolo pas sexy du tout, la trogne. C'était le sujet de mon mémoire étudiant-entrepreneur qui me permettait d'aborder le propos de la transmission des savoirs, de l'agroforesterie et de la pertinence du podcast pour transmettre et vulgariser les savoirs. On a d'ailleurs produit un épisode hors série dédié. Ça a l'air un peu alambiqué comme ça, mais en fait c'est très logique. Une trogne, c'est un arbre que l'on taille toute sa vie pour produire du bois sans l'abattre. Grâce à cette taille régulière qui le stimule et le rend plus fort, il devient un vrai bodybuilder. Il fabrique un tronc très épais, de grosses réserves d'énergie et il peut vivre comme ça jusqu'à 2 fois plus vieux qu'un même individu sauvage, en plus d'offrir un refuge unique et durable pour la biodiversité. Vous connaissez tous la plus célèbre des trognes, le saule-cogneur de Poudlard dans la saga Harry Potter. La taille des arbres en trogne, ou en tétard, on peut dire les deux, c'est une pratique dont le savoir est très ancien et qui se transmettait à l'oral de génération en génération. Personne n'avait pris la peine de formaliser cette technique par écrit et peu à peu, elle était vouée à disparaître. Les arbres, ça n'intéresse plus tellement les agriculteurs. C'était sans compter sur celui qui est devenu par la force des choses le spécialiste et grand justicier des trognes, l'invité de notre épisode, Dominique Mention. J'aime bien me parler déjà de mes origines. Je suis fils de petits paysans avec des savoirs qui ont été transmis notamment par mes parents et notamment des savoirs liés autour des arbres, mais aussi liés de la création, du bricolage. Et puis il y a eu cette préoccupation autour de ces arbres qui étaient présents chez mes parents, les trognes, dont j'ai vu mon père les tailler à la cognée, à la hache. Ça, c'est une image qui m'est toujours restée. Et de voir disparaître ces arbres a été pour moi quelque chose d'assez pénible, insupportable, je dirais. Si bien que j'ai eu la volonté vraiment de faire quelque chose pour ces arbres, pour les faire connaître, sachant que la trogne, c'est bien la relation d'un arbre avec des humains qui vont régulièrement le tailler. La trogne, c'est ça. C'est très facile de créer une trogne. En fait, on était un jeune arbre, mais ce qui est plus difficile, c'est d'assurer la fidélité à l'arbre et de transmettre cette fidélité aux générations qui font suivre. Artiste dessinateur de formation, il s'est passionné pour la botanique grâce à un travail qui a occupé 10 années de sa vie, illustrer la flore forestière française, la Bible de la botanique forestière en 3 tomes, soit plus de 6000 pages. Ça fait beaucoup de dessins là. Dévasté par la disparition des arbres de son enfance, que les ignorants jugent laids et inutiles, il s'est fait le fervent défenseur des arbres têtards et a écrit le livre référence en la matière, Les trognes, arbres paysans aux 1000 usages. Dans cet épisode, on verra que les arbres ont toute leur place dans les paysages et les pratiques agricoles modernes. Pour s'adapter et lutter contre le réchauffement climatique, nourrir le bétail et produire de la matière organique pour le sol. Mais pas que. Il peut aussi offrir des refuges à la biodiversité en ville et dans les bocages, où les arbres à cavité sont exterminés. N'oubliez pas de nous laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast et de nous envoyer un message sur les réseaux sociaux ou par mail pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment besoin de vos retours et de vos encouragements pour continuer. Merci de votre fidélité et on vous laisse maintenant avec Dominique. Vous venez de l'évoquer, vous avez illustré toute la flore forestière de France, donc pour les néophytes, c'est un ouvrage considérable qui fait référence sur la botanique pour identifier les plantes. Oui, ce sont 3 tomes, un tome pour les régions plaines et collines, un tome pour les montagnes et un tome pour la région méditerranéenne, y compris la Corse. Et dans cette flore forestière sont illustrés bien sûr les arbres et arbustes, mais aussi les mousses qu'on appelle les bryophytes, les fougères qu'on appelle les ptéridophytes en langage scientifique, et puis bien sûr toutes les plantes herbacées qu'on va trouver en forêt ou en lisière de forêt. Ce qui fait un nombre important de plantes et avec ces ouvrages qui sont toujours diffusés depuis le premier tome qui a plus de 30 ans depuis sa parution, sont très utilisés notamment par tous les gens qui s'intéressent à la forêt, mais pas seulement. Parce que dans cette flore, on trouve des caractères diagnostiques et écologiques des plantes. C'est-à-dire qu'avec cet ouvrage, on peut savoir quel type de sol exige telle plante ou tel arbre et tel type aussi d'humidité, d'alimentation en eau ces arbres vont demander.
Vous avez dit que ça vous a pris 10 ans de votre vie. Oui. On pourrait se demander aujourd'hui, mais pourquoi pas faire des photos, tout simplement des plantes, pour illustrer ce guide? Mais aujourd'hui, c'est toujours systématique. Tous les guides naturalistes, que ce soit pour les animaux ou pour les plantes, sont illustrés à la main, au dessin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, comment on fait? L'énorme avantage de l'illustration, c'est qu'elle permet de mettre en évidence d'une manière précise tous les caractères d'identification d'une espèce, que ce soit un oiseau, un insecte ou une plante. Alors que si on fait une photo, il faudrait faire plusieurs photos, ce serait compliqué. L'illustration permet cette synthétisation des caractères d'une espèce. Et encore, ce qui est étonnant, c'est que dans la flore forestière, ce sont des dessins au trait, donc vraiment très sobres, mais qui mettent encore plus en évidence la reconnaissance des plantes, la couleur des fleurs étant indiquée dans le texte en question. Donc c'est votre premier métier, illustrateur. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment on fait pour devenir illustrateur pour ceux qui se passionnent pour le dessin naturaliste? Alors moi, je n'ai pas eu de formation d'illustrateur particulière. Moi, j'ai fait les beaux-arts. Il y a un cours que j'aimais bien aux beaux-arts, c'était le cours d'études documentaires, justement, où on dessinait des objets, des plantes, des animaux, ou des fossiles, des éléments comme ça. Et la prof des beaux-arts, Madame Rabourdin, avait repéré à l'époque que j'étais à l'aise dans ces cours d'études documentaires. Elle m'avait même fait une réflexion, mes mentions, vous devriez essayer de travailler pour le muséum. Et ça m'avait paru totalement inaccessible et invraisemblable quand elle m'avait dit ça. Et puis finalement, ça s'est réalisé puisque j'ai fait quelques dessins à une époque pour le Muséum d'histoire naturelle de Paris, où j'ai aussi eu le prix d'illustration lors du Salon des artistes naturalistes qui avait eu lieu à une certaine époque. Et pour faire ces dessins naturalistes, il faut avoir une vraie connaissance, une vraie compréhension de ce qu'on est en train de dessiner. Parce que pour réussir à mettre en valeur ce que vous disiez, les caractères morphologiques de la plante qui sont déterminants, il faut bien les connaître. Oui, pour dessiner une plante, il faut carrément même devenir la plante soi-même, s'identifier à l'essence. Et l'illustration des plantes est assez différente de celle des animaux ou des oiseaux, parce que là, on est, je dirais, dans un travail souvent de temps long, parce qu'une plante, c'est très complexe à dessiner. Et bon, la plante, on a la chance qu'elle soit immobile par rapport à l'animal, mais ce qui fait que le dessin, il peut durer 2 heures, 3 heures. Certains dessins, ça a pris 7 heures de dessin de croquis de terrain que je faisais à l'abri pour ne pas avoir des problèmes de lumière, de vent, etc. Mais c'est très très long, mais ça veut dire aussi qu'on a vraiment pris le temps d'observer, quoi. Et on vous envoyait des planches d'herbier, donc des planches, les plantes séchées, ou est-ce que vous alliez vous-même sur le terrain? Est-ce que c'était des photos? Toutes les plantes, à part 2 ou 3 exceptions, ont été réalisées d'après des sujets vivants qui ont souvent été cueillis pour justement pouvoir les faire dans de bonnes conditions. Les espèces réalisées sur le terrain étant celles qu'on ne pouvait pas cueillir, les espèces protégées ou les espèces rares, là que je dessinais sur place. Mais le dessin dans la nature est compliqué pour faire du dessin botanique très précis à cause justement des conditions de vent, de pluie, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et puis même de fait d'être mal assis, quand le dessin dure 3-4 heures, on comprend bien que c'est plus confortable de dessiner dans la chambre d'hôtel avec les plantes qui sont en attente dans la baignoire, par exemple, comme ça m'est arrivé. Donc on va aborder longuement dans cet épisode votre spécialité, donc les trognes. Donc la trogne, c'est l'arbre tétard aussi, les scoops, l'autin, le champoule, l'émonde, la ragole, la tronche, etc. Vous avez référencé dans vos recherches près de 250 noms différents pour cet arbre. Est-ce que vous pouvez nous définir ce sujet qui est vaste, ancien et extraordinaire? Là, je vous cite. Alors, c'est là encore, définir la trogne, je dirais, c'est définir les trognes, parce qu'il y a une multiplicité de formes qu'on peut trouver de ces trognes. Il y a des quantités d'essence qui peuvent être gérées de cette manière-là. Et au fur et à mesure que les recherches continuent sur les trognes, je découvre toujours et des noms qu'on peut leur donner selon les régions, et des formes ou des usages que je ne connaissais pas au préalable. Sachant que la trogne, c'est bien
la relation d'un arbre avec des humains qui vont régulièrement le tailler. La trogne, c'est ça, si on veut définir. Après, les raisons de la trogne, c'est justement une cueillette régulière d'un arbre dont on va conserver en permanence le tronc. Donc ça, c'est aussi important dans la vision qu'on peut avoir de ces arbres, de se dire qu'il y a une pérennité, un enrichissement même de cette grume, de ce tronc qu'on ne va pas éliminer. Donc l'arbre, il est pérennisé en définitive par cette taille. Mais définir la trogne pour ses usages, c'est dire aussi qu'elle n'a jamais un seul usage. L'arbre trogne, il peut à la fois donner son bois pour faire des fagots, donner son bois pour faire du charbon de bois, mais donner aussi son bois, ses rejets, pour faire du fourrage. Et sa présence sur le terrain peut également servir de borne pour borner le territoire. C'est-à-dire qu'il faut voir dans la trogne des usages multiples qui peuvent être en plus évolutifs au cours du temps. La trogne, c'est l'arbre émondé dont on conserve forcément le tronc, la grume, c'est le terme que vous avez utilisé. Donc pour l'auditeur qui n'a aucune idée de quoi on parle, c'est les arbres qui souvent sont considérés comme des arbres blessés, parfois mutilés, etc., qui ont un gros tronc, des petites branches. Mais cette démarche de penser cette façon de penser qu'on mutile l'arbre, c'est faux, et surtout ce n'est pas l'homme qui a inventé la trogne. Je vous cite encore, c'est quand l'homme fait la trogne, il ne fait que imiter la nature. C'est vrai. Alors, cette notion de mutilation, elle s'explique fort bien par des exagérations dans les tailles et par l'usage aujourd'hui, par exemple, de la tronçonneuse qui permet de couper des gros diamètres sur ces arbres, alors que la trogne, c'est vraiment l'arbre qu'on va couper à des cycles qui ne vont pas dépasser un certain nombre d'années. Donc on peut comprendre cette notion de mutilation d'arbre qu'on va tout d'un coup tailler parce qu'on s'aperçoit que l'arbre il vient gênant par rapport à la maison ou par rapport à une contrainte aérienne. Et là, tout d'un coup, brutalement, on va tailler un arbre qui est déjà assez âgé. Donc ça, pour moi, c'est pas de la trogne. Bon. C'est mieux que de couper l'arbre au ras du sol, mais c'est pas de la trogne. La trogne, c'est vraiment l'arbre que l'on crée, que l'on taille, que l'on crée quand il est jeune. Donc il faut bien avoir cette notion d'un arbre avec laquelle l'homme s'engage et engage les générations qui vont suivre par ces cycles de taille qui sont en définitive respectueux de la biologie de l'arbre. Et pour en revenir à la création naturelle des trognes, si on prend l'exemple du castor, si vous allez sur les bords de la Loire ou du Rhône, vous allez voir des mini-trognes créées par le castor qui font 50-80 cm de hauteur, parfois plus quand ces trognes sont créées lors des crues. Et le castor, intuitivement, sans doute, sait que l'arbre va repousser et qu'il va pouvoir profiter des repousses de l'arbre en question. Et puis après, il y a des accidents qui peuvent être des accidents physiques, avec un rocher qui va casser un arbre, avec un animal qui va brouter un arbre au-dessus de la neige, c'est le cas de certaines trognes dans les montagnes, ou alors avec les crues ou avec une tempête qui va casser un arbre, et on voit l'arbre qui repousse, on dit qu'il réitère. Donc à partir de ces bourgeons dormants, c'est ça qui est important dans la notion de trogne, l'arbre va refaire des branches, va refaire un houppier, il va on peut considérer même qu'il refait des arbres. On considère que ce qui repousse sur la tête d'une trogne, ce sont des arbres. Cette démarche, elle nous parle beaucoup, puisque c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec Charlotte, que ce soit le podcast, c'est-à-dire aller chercher le savoir auprès des gens qui le détiennent et qui ne sont pas toujours en possibilité de le diffuser. Donc c'est ce que vous avez fait, vous êtes allé voir des paysans qui peut-être n'auraient jamais transmis ce savoir autrement. Ah oui, c'est clair, c'est d'autant plus clair que je me souviens notamment dans le cadre de formations qu'on a faites au sein de la Maison botanique autour des trognes et du plessage. Et quand j'avais voulu interroger un peu plus précisément André, qui était un de nos transmetteurs d'informations, il m'a fait une réponse « tout ça, c'est rien ». C'est-à-dire que jamais on n'avait reconnu ce savoir paysan qui n'est dans aucun bouquin, qui est du savoir de la transmission orale. Et tout d'un coup... pour lui, le fait qu'on l'interroge, on ne l'avait jamais reconnu finalement, tout ce savoir. Et c'est pour ça qu'il m'avait fait cette réflexion. Et en fait, c'est extrêmement précieux.
Autrefois, lié à ces trognes, il y avait une véritable, je vous cite encore, économie du fagot, une économie paysanne du fagot. Et aujourd'hui, elle a disparu. Alors, elle avait complètement disparu parce qu'il n'y avait plus d'éléments, d'appareils capables de brûler les fagots, comme les fours à pain, les fours à chaud, les fours à briques, les fours à chanvre. Enfin, c'était les fours des potiers aussi. C'est des centaines de millions de fagots qui étaient brûlés tous les ans. Et papa, quand il faisait des trognes, il faisait du fagot. C'était pour cuire les pommes de terre sous le chaudron. Il n'y avait pas de four à pain à la maison, mais c'était pour ça. C'était aussi pour faire des petits enclos pour les veaux. Donc il y avait une multitude d'usages. Et puis quand ces appareils n'ont plus été d'utilité avec l'arrivée des énergies fossiles, hein, le charbon d'abord, le fioul, l'électricité, l'usage du fagot a disparu, d'autant que ça demande une main-d'œuvre importante. Et aujourd'hui, de manière étonnante, le fagot revient notamment avec des gens que j'ai rencontrés dans les formations autour des trognes, avec tous les paysans boulangers qui se disent que s'ils ont un territoire, un espace rural avec des arbres, ils peuvent parfaitement être en autonomie pour produire du bois pour leur four à pain. Donc ça, c'est un bon exemple de retour du fagot dans le cadre de l'agriculture, je dirais de proximité, notamment aujourd'hui. Il y a un autre usage de ce bois qui est moins évident, c'est parce qu'il s'agit d'un bois de qualité, on peut aussi l'utiliser comme bois d'œuvre. Donc la vannerie, la charpente, l'usage domestique, et en particulier, moi, un usage que je trouve très peu valorisé, enfin dont on n'entend jamais parler, c'est le bois de loupe pour faire de l'ébénisterie. Oui, alors évidemment, le bois d'œuvre, on ne pense pas appeler bois d'œuvre le bois des trognes d'osier qui repoussent, mais c'est bien du bois d'œuvre, puisque avec ces brins qu'on taille tous les ans, on va faire des paniers, des faisselles pour le fromage. Alors, il faut distinguer à la fois, je dirais, cet usage domestique de la ferme elle-même, où il y avait toujours une ou plusieurs de ces trognes d'osier auprès de la mare, auprès d'un fossé, pour vraiment l'usage lié à la ferme, et puis un usage plus large pour les vanniers eux-mêmes, qui pouvaient avoir une série de trognes de différentes formes, sachant que ces osiers pouvaient ou étaient d'une manière systématique dans toutes les vignes autrefois pour attacher la vigne. Une pratique qui revient aussi aujourd'hui dans certains vignobles, comme dans le vignoble du Bordelais, par exemple, où on appelle ce lien d'osier la vime. Donc, à nouveau, certains vignerons attachent leur vigne, non plus avec du fil de fer ou du plastique, mais avec des liens 100% recyclables et 100% renouvelables. Oui. Donc, c'est dire que cet usage de bois d'œuvre, il est aussi évolutif et il peut à nouveau resservir d'une manière intéressante. Justement dans des vignobles très bien cotés, avec une haute valeur ajoutée parce qu'un produit vendu assez cher, où on voit aussi revenir la culture attelée, par exemple, l'attraction animale et ce genre de pratiques. Oui, d'autant qu'on voit aussi revenir dans ces vignobles, la vigne étant elle-même une liane trogne, il ne faut pas l'oublier. On revient aujourd'hui à la présence d'arbres dans ces vignes à cause des dégradations des sols, à cause des excès climatiques qui font que l'arbre il va apporter des éléments d'ombrage aussi qui peuvent être nécessaires pour la vigne, et puis à cause aussi des pertes de biodiversité ou de l'absence de biodiversité dramatique qu'il y a dans certains vignobles et de l'image du vignoble lui-même, si bien que la trogne devient un élément d'avenir aussi pour le vignoble. Et ça, c'est une sorte de retour aussi, non pas passéiste, mais retour évolutif avec la possibilité qu'on a aujourd'hui, notamment par la valorisation, par le broyat, qu'on va pouvoir réintégrer au sol, ce qu'on appelle le BRF, le bois raméal fragmenté, des jeunes rameaux qui sont remis au sol pour lui apporter de la vie, de la matière organique, de la lignine, enfin tout ce que aujourd'hui les sols dégradés peuvent avoir besoin. Pour revenir au bois d'œuvre, il y avait aussi un usage qui est aujourd'hui totalement disparu, il me semble, c'est pour les chantiers navals. Donc des trognes taillées en candélabres pour pouvoir épouser la forme de la proue d'un bateau, par exemple.
Là encore, c'est une pratique qu'on a complètement oubliée. Alors, autant il y avait des arbres qui étaient préformés dans les forêts pour faire du bois de marine, autant ces trognes avaient une fonction, notamment si on pense aux forêts de trogne du Pays Basque ou à celles qu'on va retrouver en Angleterre, dans la périphérie urbaine de Londres, par exemple. Le fait de tailler ces trognes en candélabres, c'est que ça permettait effectivement d'obtenir du bois courbe, différents bois courbes, parce que sur la nef d'un bateau, il y avait toutes sortes de formes courbes et il y avait besoin d'une énorme quantité de ce bois courbe pour la marine. Alors là, je dirais, c'est après l'usage de la grume de la trogne qui était exploité dans son ensemble, mais à chaque fois qu'on utilisait, qu'on abattait une trogne, bien sûr, on replantait des trognes. Il y avait un renouvellement de la ressource, comme ça devrait se faire dans ces pillages de trognes qui sont faits justement pour faire de la loupe, pour faire du bois de figuration, pour des bateaux de luxe ou pour des automobiles aussi prestigieuses. Et aujourd'hui, un peu le drame de ces pillages, c'est qu'on est sans le souci du renouvellement. Là, Dominique parle d'un terme important, la loupe. Le bois de loupe est notre bois précieux européen. C'est un bois qui n'a pas de veines parallèles, comme on a l'habitude de le voir sur les planches des magasins de bricolage, mais un ensemble de veines désordonnées. C'est ce qu'on peut voir sur les tableaux de bord de voitures de luxe, comme les Jaguar par exemple, ou sur les meubles de marqueterie. Ce bois précieux se forme sur les excroissances qu'on appelle souvent abusivement des tumeurs sur les arbres. Elles sont généralement dues à des coupes de branches répétées ou à des blessures. Ce sont en fait des réserves d'énergie pour l'arbre et qui font partie de son entraînement de bodybuilder. Certains acteurs peu scrupuleux de la filière bois n'hésitent pas à abattre illégalement des trognes dans les bocages ou à les acheter à très bas prix aux paysans pour les revendre très cher pour exploiter ce bois de loupe. C'est pour ça que Dominique parle de pillage des trognes. Une autre fonction de la trogne, et qui est cette fois pas si évidente que ça, c'est l'utilisation en fourrage. Vous parlez-vous de prairies aériennes. Comment est-ce qu'on fait pour nourrir un troupeau avec les trognes ? Alors, il faut d'abord dire que c'est une utilisation très ancienne qui s'est faite d'une manière systématique dans tous les pays où l'époque d'herbage était très courte. Les pays de montagne, les pays du nord, nord de l'Europe, Finlande, Suède, Norvège, la pratique de l'affouragement du bétail avec les trognes a été dans ces régions très développée. Alors aujourd'hui, il est clair qu'on ne va pas nourrir en permanence du bétail toute l'année avec du fourrage. Mais ça devient une évidence par rapport aux problèmes climatiques, notamment des déficits en eau dans des saisons où il n'y a plus d'herbe du tout dans les champs. Et là, la trogne devient, le fourrage des trognes devient un recours ou un complément par rapport à ces besoins que peut avoir le bétail en fourrage. Et l'intérêt de la trogne fourragère, c'est qu'elle apporte aussi des équilibres alimentaires au niveau médicamenteux, au niveau équilibre de digestion des animaux. Et il ne faut pas oublier qu'à l'origine, les herbivores, ils mangeaient d'abord de la feuille d'arbre avant de manger des prairies comme on le voit aujourd'hui, naturelles ou artificielles. Donc si bien que ce côté fourrager devient de plus en plus important pour des éleveurs, que ce soit des éleveurs de moutons, des éleveurs de bovins. Et dans les formations que je peux faire à travers la France, il y a une grosse demande. Et d'ailleurs, on fait aussi des formations spécifiques pour les arbres fourragers à la demande justement de ces éleveurs. Donc c'est une pratique. Moi, j'ai pu voir sur YouTube un éleveur de brebis laitières qui, de temps en temps, coupait quelques branches sur les arbres et qui, dès qu'elles entendaient le bruit de la scie, les brebis accouraient immédiatement pour dévorer les feuilles. Et il disait que c'était une pratique qui lui permettait de les tenir en meilleure santé et de relancer leur appétit pour qu'elles consomment mieux le fourrage que le traditionnel. Oui, c'est une pratique qui avait été complètement oubliée, avec malgré tout des ressauts lors 1976 la sécheresse, 2003 la canicule. Là, tout d'un coup, la mémoire de cet usage fourrager n'était pas perdue, est revenue. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que cet usage fourrager est en train de devenir un usage régulier et pensé. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ne va pas se remettre à tailler les arbres parce qu'un arbre
fourrager. L'intérêt pour avoir le maximum de feuilles et de bourgeons et de jeunes rameaux que mange aussi le bétail, c'est qu'ils soient taillés à des cycles plus courts qu'une trogne dont on va faire du bois d'œuvre par exemple ou du bois bûche. Donc ça suppose de faire à la fois des formes d'arbres et des cycles de taille en fonction de ses usages. Il y a une nouvelle pratique qui est assez expérimentale dont vous parlez lors des conférences, c'est l'usage de trognes, de chêne pour faire des truffes. Oui, alors ça c'est la trufficulture, c'est très complexe. On sait que avec les changements là encore qui peuvent s'opérer au niveau du climat, avec aussi des sols qui peuvent évoluer, il y a un moyen de restimuler les systèmes racinaires avec qui sont en connexion avec les champignons, les truffes. C'est d'émonder les arbres, les tailler. Donc il y a un certain nombre de trufficulteurs qui font ça sur de l'érable champêtre, sur des chênes. Alors ça peut être des formes de trogne pas forcément radicales comme on peut le faire, mais ça peut être des arbres qui sont vraiment taillés pour cette fonction-là. Encore une autre pratique qui n'est pas si évidente avec les trognes, c'est la formation de terreau. Parce que une trogne, finalement, ça peut devenir un arbre creux qui produit du terreau, donc du bois en pourrissement à l'intérieur, tout en continuant de produire du bois sain à l'extérieur. Oui, la production... il faut dire d'abord que tous les arbres trognes anciens sont des arbres creux. Ça, il faut pas. L'arbre, le bois de cœur, c'est du bois mort. Par le fait de tailler cet arbre en trogne, fait qu'il y a une accumulation d'humidité qui permet la décomposition en compagnie des champignons, des bactéries, des insectes, de transformer ce bois de cœur avec des apports extérieurs de feuillage ou de fientes d'oiseaux ou d'autres animaux en un terreau qui va être un terreau extrêmement intéressant et qu'on a utilisé à une époque en Bresse, par exemple, pour cultiver le piment. Les jeunes piments les semis étaient faits dans du terreau de trogne de saule. Le saule est intéressant pour cette formation de terreau parce que il se décompose, c'est du bois blanc, il se décompose plus vite qu'un chêne dans les cycles de taille. Et à preuve que ce terreau est intéressant, c'est que dans les semis naturels qui ont lieu dans ces têtes de trogne, on a des plantes qui poussent ou même des arbres qui vont pousser dans ce terreau et qui peuvent même à terme faire concurrence à la trogne elle-même qui les a accueillis. On appelle d'ailleurs ce terreau le sang de trogne. Alors ce terreau porte plusieurs noms selon les régions. Dans le Perche, on l'appelle le sang de trogne. Je trouve que c'est un mot qui est tout à fait évocateur, très nourricier. Mais dans d'autres régions, on l'appelle le pourria, par exemple pour montrer que c'est du bois pourri, mais qui va servir pour, comme le faisaient les anciens aussi dans ma région, pour aller mettre dans les pots de fleurs ou dans les parterres autour de la ferme, quoi. On peut dire que c'est une production secondaire de la trogne quelque part. Aujourd'hui, la tendance en ville, c'est d'abattre les arbres, de mettre des plantes en pot, même des arbres en pot. On évite à tout prix d'avoir des arbres vieillissants dans les rues. Pour venir faire cet enregistrement, ça fait 2 semaines qu'on est à Paris et on a pu voir la dévastation de la place de la Nation qui était remplie de grands arbres centenaires et il n'en reste presque plus. Est-ce que la trogne, ce ne serait pas une solution justement pour tranquilliser les élus, les gestionnaires de nos rues quant à la croissance des arbres et à la place qu'ils vont prendre ? La trogne en ville, c'est une solution qui existe depuis des centaines d'années, qu'on a un peu oublié. Aujourd'hui, c'est vrai que les contraintes urbaines sont plus importantes avec les réseaux souterrains, avec l'imperméabilisation des sols, avec la pollution urbaine, qu'elle soit pollution des véhicules ou pollution lumineuse. Donc l'arbre en ville, il a de plus en plus de difficultés à s'exprimer. C'est vrai qu'un grand arbre en ville, il va lui falloir beaucoup de place. Donc c'est la tendance, c'est effectivement de dire on ne met plus d'arbres en ville. Alors qu'on peut tout à fait envisager la présence d'essences feuillues classiques à condition de les prévoir dès le départ sous forme de trogne et de prévoir des cycles de taille qui permettent à l'arbre d'assumer des réserves, mais qui lui permettent aussi de ne pas finalement demander trop
de matière au sol, parce qu'on sait que l'espace souterrain est limité en ville. C'est bien que la trogne est une solution qui à la fois offre la possibilité de ces arbres et leur cavité en ville. Pour les chauves-souris, je pense, c'est très important. Est-ce que c'est des lieux qui manquent beaucoup pour ce type d'animaux, entre autres, mais pour des insectes, pour les oiseaux, et qui permet aussi de récolter la production de ces tailles. Par exemple, une ville comme la ville d'Auch, dans le Gers, les espaces verts sont tous paillés avec le produit de la taille des trognes qui sont présents dans la ville d'Auch. Donc ça, c'est un bon aussi modèle plutôt que d'importer des éléments de l'extérieur pour pailler ces espaces verts. Ici, on va les pailler, comme ça se fait de plus en plus d'ailleurs dans les villes, avec le produit de la taille de ces trognes ou d'autres arbres en ville. Donc là, on parle d'un paillage, c'est-à-dire on recouvre le sol avec ce qu'on appelle du bois raméal fragmenté. Donc on vient broyer les branches qui ont été coupées de la trogne. Et ce qui permet donc un double usage de couvrir le sol, d'éviter qu'il soit envahi par les mauvaises herbes en quelque sorte, et en même temps de le nourrir en se décomposant. Exactement, donc ça c'est d'autant plus vertueux qu'on va se servir des arbres qui sont sur place. On limite les phénomènes de transport et le broyage, c'est vraiment dans ce que nous apportent les moyens modernes, une solution extrêmement intéressante, puisque tout ce qui était bois de fagot, qui est le bois finalement le moins facile à valoriser, l'est par cette possibilité de taille. Et puis après, tout ce qui est bois plus gros peut être broyé, aussi pour alimenter des systèmes en bois énergie, avec tous les excès que ça peut représenter. Aujourd'hui, on va tailler des arbres qui peuvent être valorisés en bois de sciage, en bois d'œuvre de qualité. Et aujourd'hui, ça peut passer à cause notamment d'unités beaucoup trop grandes, où on met des camions sur des centaines de kilomètres pour transporter ce bois broyé. Donc, on peut aussi aller vers des excès. Donc, il faut faire attention dans cet apport que peuvent apporter les arbres, de ne pas tomber dans ce que, hélas, la société va tendance à faire, d'aller d'une manière systématique. Je dirais que tout ce qui est bois énergie à partir de trognes, à partir du bocage, pour moi, ce n'est vraiment intelligent, vertueux, que si ça se fait dans des réseaux de proximité avec des chaudières à l'échelle de communes ou à l'échelle des fermes ou de maisons très grandes qui peuvent, à ce moment-là, valoriser toute cette production renouvelable. On l'a évoqué tout à l'heure, enfin vous l'avez évoqué en parlant des vignobles du Bordelais, qu'on puisse planter des trognes pour utiliser des trognes de saule pour utiliser les liens, etc. Elles ont aussi un rôle de maintien du sol, de maintien de la fertilité. Et il y a un usage dont vous parlez dans votre livre aussi, c'est un usage station d'épuration. Alors ça, ce sont des possibilités qui pourraient être développées dans plein de situations. Vous avez tous ces bassins de déversement d'eau en excès sur lesquels on met des films plastiques qui vont peu à peu se dégrader. Enfin, on voit bien les conséquences de ce plastique surabondant à l'échelle de la planète. On fait même des clôtures en plastique autour de chez soi, enfin, alors qu'on pourrait faire tout autrement avec du vivant. Justement, tous ces déversoirs, si on les imaginait plantés avec des trognes de saule, de frêne ou de chêne pédoculé, des arbres adaptés à ces possibilités de capter dans ces zones humides, on aurait à la fois cette captation des excès de polluants qui peuvent éventuellement être dans ces eaux, et en même temps la production des arbres qu'on va tailler régulièrement. Donc on voit comment ça peut être bigrement intéressant. Ça peut l'être aussi d'un point de vue biodiversité, puisqu'on a des oiseaux ou d'autres animaux qui vont pouvoir être accueillis par la présence de ces trognes, et puis le caractère paysager. Donc on voit bien qu'il y a plein de possibilités qu'offre cette pratique paysanne aussi dans notre situation contemporaine, avec notamment ces bassins d'épuration. Sachant qu'aujourd'hui, dans certaines stations d'épuration, on recherche aussi de la matière végétale pour rééquilibrer les composts qu'on fait avec les boues urbaines, par exemple. Et on peut être en déficit de matière végétale dans certaines régions.
Oui, dans une conférence, je vous ai entendu parler qu'il y avait une nécessité d'au moins un tiers de C'est matière ça, c'est à végétale peu près la pour, proportion qu'on recherche, paraît-il, pour ce type de plateforme de compostage. Oui. pour réussir à avoir une activité microbienne Exactement. suffisamment importante pour créer du terreau. Vous parliez de biodiversité, on y vient, c'est les services écosystémiques. Donc je vous cite à nouveau, les trognes peuvent prendre le relais de nos forêts primaires et la formation des cavités intervient 3 fois plus vite chez un saule émondé que chez un sauvage. Donc ces trognes, ça devient des zones refuges, des véritables microcosmes pour la biodiversité. Le plus bel exemple pour cet accueil d'animaux représentatifs de ceux qui pouvaient être présents dans des forêts primaires, eh bien, c'est le pic-prune. Pic-prune, ce coléoptère de 3 cm de long, qui a besoin d'une masse suffisante de terreau dans des conditions hygrométriques particulières, etc. Enfin, c'est quand même un animal très spécifique et c'est un insecte qui était bien présent, un coléoptère bien présent dans les forêts primaires et aujourd'hui qu'on retrouve, il n'y a plus de forêts primaires en France, mais qu'on va retrouver dans les boisements ou dans les alignements de trognes de bocage, qu'on va pouvoir aussi retrouver dans des vieilles châtaigneraies parce que ces arbres sont de véritables relais par les conditions dans lesquelles ils se trouvent, parce que c'est un insecte qui a une diffusion très limitée dans l'espace et qui a besoin de ces conditions-là. Donc, la trogne par et la cavité et la nature de la cavité permet au pic-prune, à la lave du pic-prune, de pouvoir vivre 2 ou 3 ans pour son cycle. Et on voit bien la nécessité aussi qu'il y ait d'autres trognes qui prennent le relais parce qu'une cavité finit par s'épuiser au niveau du terreau et elle va s'agrandir, s'ouvrir et à un moment donné ne sera plus favorable au pic-prune. Et si bien que la larve, pour que l'animal puisse pondre à nouveau, il va falloir qu'il trouve des conditions pour sa larve dans d'autres arbres. Donc la répétition des trognes est une nécessité et leur renouvellement aussi, si on veut que ça continue à jouer son rôle, quoi. Vous parlez souvent de jardins suspendus, c'est-à-dire que des plantes peuvent pousser sur les trognes. On parle de plantes épiphytes qui s'émancipent du sol. Et là, dès qu'on parle de trogne, on évoque souvent le pic-prune puisque c'est une espèce porte-étendard. Mais on peut aussi citer nombreux insectes dits saproxyliques, donc qui se nourrissent du bois. On pense donc, comme tout à l'heure, au pic-prune, à la lucane, au capricorne, à la rosalie, à la cétoine. Mais il y a aussi beaucoup d'oiseaux comme les chevêches, les pics, les mésanges, les huppes, les faucons, les citelles, mais il y a aussi les amphibiens. Donc finalement, on ne parle pas juste d'un arbre avec du bois en pourrissement qui peut accueillir des insectes, c'est vraiment presque une forêt. Ah ben oui, c'est une maison quelque part, une maison pour la biodiversité. Parce qu'il y a tous ceux qui sont un peu emblématiques, hein, tout ce qu'on appelle les animaux cavicoles ou cavernicoles. Mais après, il y a tous ceux qu'on repère pas, hein, qu'on n'a pas étudiés, comme les araignées. Mais j'ai vu sur certaines trognes certains animaux, donc je n'ai pas identifié. On considère même que dans les micromares qui existent, que peuvent produire les trognes, on trouve une faune particulière, une microfaune particulière. Et je pense à des insectes aussi dont on parle pas, qu'on parle dans d'autres situations, les ruches, les abeilles, puisque beaucoup de trognes accueillent des ruches naturelles grâce à ces cavités qui ont pu au départ être provoquées par la cavité, par le trou d'un pic-pêche ou d'un pic-vert. Donc c'est toute cette succession aussi d'habitants de la trogne qui est importante grâce à ces cavités et ces cavités évolutives. Donc il faut voir la trogne comme un ensemble. Et on peut rajouter à cet aspect-là le fait qu'à chaque fois que la trogne est taillée, elle va repousser. Ça va faire à ce moment-là, je dirais, un houppier très dense, un taillis très dense dans lequel vont aussi nicher des passereaux. Et ce qui va peu à peu être moins évident pour ces oiseaux-là. Donc le renouvellement des tailles est aussi un sujet de biodiversité pour ces arbres, en même temps que les cavités, en même temps que les circonvolutions, la complexité du tronc qu'apporte aussi la succession des tailles.
Si nos auditeurs sont arrivés jusque-là, j'espère qu'ils sont convaincus des possibilités de production avec la trogne, des services écosystémiques qu'elle rend. Mais maintenant, est-ce que les trognes et tous les usages qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire dans la réalité économique des paysans, des agriculteurs ? Eh bien, je pense que oui, au vu de tout ce qui se passe dans le domaine, je pense en particulier à l'agroforesterie, où initialement, l'agroforesterie, on avait d'abord pensé à mettre uniquement des arbres de bois d'œuvre, hein, des noyers, des frênes, des peupliers, qui à un moment donné sont prévus pour être exploités au ras du sol, pour disparaître. Et puis on se rend compte qu'avec la trogne, ça permet... Pourquoi pas d'envisager aussi du bois d'œuvre, comme on l'a vu avec le bois de loupe, mais surtout, ça permet de maîtriser le développement de l'arbre par rapport à l'aspect concurrentiel au niveau de l'ombre, par rapport à des cultures, par exemple. Mais ça permet surtout cette production régulière du houppier qu'on va tailler à cycle, de pouvoir la réinjecter dans des usages pour amender les sols, mais aussi pour faire du compost pour la ferme, pour faire, par exemple, dans le cas de l'élevage, de la litière pour le bétail, ce qui est en train de se développer d'une manière importante à travers la France. Dire que la paille des céréales, vaut mieux la laisser dans le champ et puis utiliser la litière avec les branches pour pailler la litière du bétail. Donc on voit bien comment cet arbre il peut avoir plusieurs fonctions grâce notamment à cette possibilité et de mécanisation et de valorisation de tout ce bois de fagot initial. Et un usage de proximité, puisque plutôt que d'importer de la litière, si on est dans le sud de Bretagne, je ne sais pas. C'est ce que faisaient notamment les éleveurs des Limousins, hein, qui importaient jusqu'à une certaine époque, et ça doit encore se passer, de la paille qui venait des plaines de Beauce ou de Brie, enfin du nord de la France. Et puis aujourd'hui, certains d'entre eux sont en autonomie par rapport à cette litière. Toute cette économie qu'on peut développer autour de la trogne, c'est une économie du savoir, parce qu'il faut savoir utiliser, il faut savoir reconnaître, savoir tailler, etc. Comment on fait aujourd'hui pour se former ? Il y a plusieurs manières. On peut aller, bien sûr, dans les réseaux sociaux. On commence heureusement à trouver de plus en plus d'informations. Il y a les formations qu'on fait avec, qu'on m'a demandé de faire pour l'Association française d'agroforesterie, la FAF, et des formations qui, en général, sont complètes. Hein, c'est dire qu'il y a vraiment une réelle demande. La FAF fait aussi des formations autour des arbres fourragers. Ça, c'est important. Donc, il y a ces deux formations qui rejoignent les formations autour des trognes, qui sont complémentaires. Et après, il y a de plus en plus d'exemples sur le terrain qui commencent à se développer. Nous, à la Maison Botanique, tous les ans, on fait des formations autour du plessage et des trognes. Et si bien qu'on peut voir le long du chemin des trognes, par exemple, des trognes qu'on a déjà taillées à plusieurs reprises. Et ça, c'est important de le voir concrètement, parce que quand on n'a pas vu, on ne sait pas. Et puis, il y a des exemples qui commencent à se développer. Je pense à la commune d'Azay-le-Brûlé dans les Deux-Sèvres, où Sylvain Houlier, dans le cadre de son emploi d'employé communal, a créé plein de trognes sur la commune, dont ils sont en train d'étudier le potentiel productif à l'échelle de la commune. Et ça, c'est important parce que le fait de les créer, c'est une chose, mais après, le fait d'envisager une sorte de plan de gestion de ces arbres l'est encore plus, parce que ça veut dire que sur cette commune, bien sûr, on pense au paillage et tout ça, mais si on pense à certains éleveurs, on peut imaginer qu'ils puissent à un moment bénéficier aussi de cette production de l'arbre commun, en quelque sorte, quoi. Un autre sujet, on a nommé le terme pillage de trogne, donc en France avec le fait de couper les arbres par ignorance finalement. C'est pas tout à fait par ignorance. Les entreprises qui opèrent, qui peuvent être des entreprises souvent étrangères, savent très bien qu'elles sont dans des situations un peu limites
par le fait que ces trognes peuvent abriter des espèces protégées, par exemple, si bien qu'elles le font de manière, en général, très discrète. Donc, c'est dire qu'elles ne se sentent pas tout à fait à l'aise dans ce pillage, dont le drame, je le répète, est bien le caractère brutal et le caractère lié à un non-renouvellement des trognes. Parce que exploiter des arbres, dans la mesure où c'est fait avec un souci de renouvellement, je veux dire, il y a une cohérence, hein, c'est ce que font les bons forestiers. Il y a un autre exemple sur lequel j'avais envie d'insister, c'est que j'ai appris grâce à mes recherches avant notre interview, c'est la provenance de tous ces oliviers centenaires qu'on trouve en France sur les ronds-points et dans les jardineries. Et oui, c'est de la trogne qu'on met chez soi, qu'on met sur les ronds-points, qui vient d'olivraies d'Espagne, d'olivraies du Portugal, et au pire d'olivraies qui viennent de Palestine, hein, et ça, c'est assez dramatique. Ça veut dire que d'une part, dans ces pays-là, on est en train de supprimer toutes ces vieilles trognes au profit de production intensive, irriguée d'oliviers qui vont... Alors ceux-là, on est sûr qu'ils ne vont pas vivre 3000 ans, c'est clair. Et puis, on présente ces arbres comme si c'était des vraies solutions, alors que souvent, on n'est même pas capable de voir les trognes qu'on a sur place. C'est-à-dire que les trognes d'olivier qu'on va retrouver en Bretagne, dans le nord de la France, dans le paysage, il y a des trognes de chênes, de charmes, de frênes, et ça, on ne les voit pas et on continue à les laisser disparaître. Donc, c'est assez paradoxal, mais c'est révélateur aussi de cette société où on veut tout de suite. C'est pour ça qu'aussi, on veut ces trognes d'olivier déjà très grosses chez soi ou dans les villes. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit guide résumé de comment est-ce qu'on taille une trogne à l'origine ? Il y a deux manières de créer des trognes. Il y a une manière qui est connue de tous et dont on a évoqué certaines essences tout à l'heure. Ce sont les saules et peupliers qui peuvent être bouturés, c'est-à-dire dont on peut planter une repousse, un rejet, comme un piquet dans le sol. Alors ça peut être un petit piquet, une petite tige pour de l'osier, puis ça peut être plus gros pour des saules, et on va l'enfoncer de manière assez profonde, faire éventuellement un avant-trou avec une baramine, et ce piquet, sa partie qui est dans le sol va émettre des racines, et sa partie aérienne va émettre des branches, des rejets, une réitération. Et ça va faire une trogne qu'on va appeler un saule tétard ou un peuplier tétard. Donc ça, pour ces deux essences-là, ça se passe de cette manière-là. Et puis, les autres essences, eh bien, on va le faire sur un arbre jeune qu'on va couper à une certaine hauteur, la hauteur à laquelle on reviendra le tailler. Et de manière surprenante, et ce geste-là qu'on avait plus vu dans le paysage parce qu'on n'avait plus créé de trogne. Il peut paraître comme ça brutal, mais sur un diamètre de 5-10 cm maximum, eh bien, on fait ce piquet vivant et qui va repousser suite à cette taille grâce à ces bourgeons dormants dont on a déjà parlé. Et ça, c'est important à savoir parce qu'il y a plein d'endroits le long des routes, dans des espaces délaissés où il y a des tas de baliveaux, des tas de jeunes arbres qu'on peut conduire en trogne. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut en créer des milliers et des millions assez rapidement parce qu'il y a un potentiel énorme dans nos territoires. Ça peut être dans les délaissés routières, les délaissés ferroviaires, dans certains espaces en friche. On peut créer des trognes. Et le but, c'est vraiment, quand on fait ça, de s'engager à continuer à les tailler, bien évidemment. Depuis le début de l'interview, on est dans une ambiance très franco-française ou européenne occidentale. Est-ce que ces pratiques, elles ne pourraient pas être adaptées justement aux pays du Sud où les enjeux agricoles sont parfois encore plus importants qu'en Europe occidentale ? Alors ça peut paraître surprenant, mais ça existe déjà dans les pays du Sud. Alors il y a déjà, si on prend un exemple où il y a beaucoup de trognes, qui est l'exemple marocain, pour n'en prendre qu'un, dans l'Atlas marocain, on va trouver des trognes d'arganier, on va retrouver des trognes de tamaris, on va retrouver des trognes de chêne vert, mais aussi des trognes d'une essence particulière qui est le frêne dimorphe, qui est un frêne dont on va même associer
plusieurs troncs pour qu'ils se soudent et pour produire plus de fourrage. Et ces trognes de frêne dans l'Atlas marocain, certaines étaient conduites avec des tailles tous les 4 ans, tous les 8 ans et tous les 12 ans pour faire d'une part du fourrage tous les 4 ans, de la perche tous les 8 ans et du bois d'œuvre pour les charpentes tous les 12 ans. Ça veut dire sur le même arbre, il y a plusieurs cycles de taille qui sont opérés. Et puis ces frênes, en même temps, étaient utilisés aussi pour la récolte de leurs fruits, qui était important. Donc il y a plein d'usages. Les arganiers aussi peuvent être taillés en trogne. Et si on va plus au sud, au niveau du Sahel, dans le Burkina Faso, il y a certaines zones où on recommence aussi à faire des trognes, notamment avec un but de trogne fourragère. Donc c'est bien un arbre qui peut s'adapter et qui peut être un recours très important pour ces régions très menacées, notamment dans le cadre de l'évolution du climat. On est actuellement à la Maison botanique de Boursay. Est-ce que on peut venir se former à autre chose que la taille des trognes? Est-ce qu'on peut découvrir la nature? Alors, la Maison botanique de Boursay, c'est donc un lieu qui existe depuis 2000. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Et l'idée en étant de transmettre les savoirs et les savoir-faire liés au végétal, qu'ils soient ligneux ou herbacés, domestiqués ou sauvages, avec ce souci non pas de transmettre des savoirs dans une nostalgie particulière, mais bien pour répondre à tous ces besoins contemporains où aujourd'hui, quand on voit l'emploi du plastique qui est assez dramatique partout, on se dit qu'avec les arbres, il y a plein de potentiels, plein de possibilités qui sont là sous nos yeux et qu'on peut mettre en œuvre partout. Mais la Maison botanique, c'est de la formation aussi, de l'accueil pour les enfants dans le cadre du centre de loisirs qu'on fait pendant les vacances. C'est des sorties régulières sur des thèmes. Il y a des thèmes bien connus autour des plantes alimentaires, des plantes médicinales, des plantes pour aussi se laver, tous les produits domestiques aussi. Donc il y a une gamme de sorties très importante. Et puis il y a un groupe important à la Maison botanique qui est un groupe de planteurs bénévoles qui existe depuis maintenant plusieurs années avec, ça représente à peu près 50-60 personnes et où il y a une réponse de plantation de haies auprès des particuliers, des collectivités et puis aussi du monde agricole. Donc ça, c'est une dynamique parce que dans certains cas où on n'a plus d'arbres, bien sûr, il y a toute la démarche de plantation qui nous paraît essentielle à assurer dans ce cadre-là. Et puis, la Maison botanique, c'est aussi un lieu où il y a des expositions. En ce moment, il y a une exposition. Donc, on peut prendre rendez-vous. On peut visiter le chemin des Trognes toute l'année gratuitement. Enfin, donc, c'est vraiment un lieu d'accueil, un lieu de partage, un lieu de transmission avec plus de 2 salariés et demi à temps plein, avec des stagiaires réguliers et puis avec une grosse équipe de bénévoles. Donc, c'est un lieu dynamique dont on vient de partout en France et même bien au-delà de nos frontières. Puisqu'on était à l'initiative du premier colloque européen sur les trognes qui a eu lieu en 2006 au lycée agricole de Vendôme et on a été une cheville ouvrière du 2e colloque qui s'est réalisé au Pays Basque en 2018. Et il y a le projet, dans un futur proche, le fameux arboretrogne. Oui, ce projet d'arboretrogne nous tient énormément à cœur parce que je dirais c'est la suite de tout ce travail sur les trognes et c'est sa concrétisation dans la recherche autour de ces arbres parce qu'on est loin d'en avoir fait le tour. Il y a plein d'éléments à étudier, à mémoriser et puis à transmettre. Et ce lieu sera vraiment un lieu de visite et de transmission. On arrive maintenant à la dernière partie de notre interview, donc les questions qu'on pose à chaque invité. Est-ce que vous pouvez nous donner un message pour les jeunes qui se lancent? Le message, c'est créer des trognes et engagez-vous à les tailler régulièrement. Parce que créer la trogne, c'est très facile de créer une trogne. En fait, on étête un jeune arbre, mais ce qui est plus difficile, c'est d'assurer la fidélité à l'arbre et de transmettre cette fidélité aux générations qui font suivre. Et je trouve que moi,
par rapport à des arbres qui ont pu être dédiés à des naissances d'enfants sur des communes et tout ça, l'arbre il pousse et puis il se passe un certain nombre de choses qu'on ne voit pas évoluer. Alors que quand on crée une trogne, on sait qu'après coup, on va devoir revenir pour la tailler, pour récolter sa production. Et ça, c'est un magnifique engagement, une mutualisation et un engagement qu'on peut partager avec d'autres. Est-ce que vous pouvez nous faire une recommandation culturelle ? Je ne voudrais pas parler du film La Trogne, l'arbre aux 1000 visages, qui a été produit par Arte et qui est sorti en 2018, je crois. Ça c'est une chose dans laquelle je suis très impliqué, mais il y a d'autres personnes comme l'association Arbres et Paysages du Gers, etc. Mais la recommandation, il y a quelqu'un qui m'intéresse beaucoup et qui ne connaissait pas vraiment les trognes jusque-là. C'est un chercheur suisse, c'est Ernst Zürcher, qui a écrit un livre sur les arbres dans lequel il parle des trognes et qui fait des recherches sur les trognes. Et je pense que c'est quelqu'un qui est intéressant parce qu'il a une recherche qui est très, il est très libre autour de ces arbres. Il n'a pas d'a priori et les trognes l'intéressent beaucoup par rapport justement à leur potentiel au niveau de ce que peut offrir l'arbre. Si vous pouviez remonter dans le temps et rencontrer le Dominique âgé de 16 ans, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Je pourrais lui dire, écoute, ce qui compte le plus, c'est ce que tu as vécu étant gamin. Et si aujourd'hui on pouvait offrir à nos enfants cette possibilité de jouer dans les trognes, de monter dedans et de faire des jeux et des jouets avec les rejets qu'offrent ces trognes. Moi, c'est ce qu'ont m'ont offert mes parents. À 16 ans, j'en avais peut-être pas conscience. C'est peut-être pas nécessaire d'en avoir conscience à cet âge-là, mais de le vivre et de pouvoir le partager par la suite, je dirais, recommençons de cette manière-là, quoi. Merci à mes parents. Est-ce que vous pouvez nous suggérer un invité que vous aimeriez entendre dans le podcast ? Je voulais parler d'Ernst Zürcher tout à l'heure. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu anticipé la question. Donc, oui, c'est un invité, Ernst, qui me paraît quelqu'un qui a une réflexion sur l'arbre très large et qui, par rapport aux trognes, je pense que ses recherches pourront nous apporter beaucoup de choses. Il faudra qu'on fasse une expédition puisque je crois qu'il est suisse. Il est suisse, exactement. Mais il vient régulièrement en France. J'allais vous demander où peut-on vous suivre ? Alors, je pense qu'on peut me suivre Moi, c'est des choses que je ne fais pas parce que je n'aime pas beaucoup aller voir ce qui se produit sur ma personne. Mais sur les réseaux sociaux, par l'Association française d'agroforesterie, par Vers de Terre Production, sur YouTube, si on tape Dominique Mention, je pense qu'on peut trouver un certain nombre de choses. Et puis après, je réalise régulièrement des expositions de sculptures ou des expositions d'aquarelles, des choses comme ça. Donc ça, c'est possible. C'est vrai que j'ai guère le temps de m'occuper de ma promotion personnelle, mais bon, il y a toujours des choses qui se passent et qu'on peut trouver, je pense, maintenant facilement sur Internet. Merci beaucoup Dominique Mention pour nous avoir accueillis et pour le temps que vous nous avez accordé. Merci, c'était un plaisir. Et voilà, cet épisode de Poids Plume est déjà terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo. Encore une fois, n'oubliez pas de nous laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast et de nous envoyer un message sur les réseaux sociaux ou par mail pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment besoin de vos retours et de vos encouragements pour continuer. N'hésitez pas aussi à partager l'épisode autour de vous. Merci de votre fidélité et à bientôt.